bonjour à tous. On va continuer effectivement cette matinée avec peu de retard, merci, sur la maladie oligométastatique et se poser des questions auxquelles on n'a pas forcément toujours beaucoup de réponses, mais qui vont nous permettre effectivement de continuer à réfléchir à l'échelle individuelle, bien sûr, et surtout à l'échelle du groupe, puisqu'on a déjà commencé à le faire. Et quand on parle de maladie oligométastatique, on parle probablement tous de choses un peu différentes, et on va commencer par la définir, en tout cas essayer de la définir. Et j'aimerais accueillir le docteur Lavinia Vija, qui va nous donner effectivement un petit peu plus les idées claires à ce sujet. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir permis de relever ce grand défi. Je m'appelle Lavinia Vija, je suis médecin nucléaire à l'Institut universitaire de cancérologie de Toulouse, Oncopole. Et effectivement, c'était un défi pour moi, car effectivement, on se demande comment définir cette maladie oligométastatique. On sait que les définitions sont très hétérogènes et ça a beaucoup varié dans le temps. On parle de combien de lésions, de quelle localisation on retient pour définir cette maladie oligométastatique. Donc je commence avec une question. Comment définissez-vous le cancer prostatique oligométastatique? Est-ce qu'on retient maximum 3 lésions extrapelviennes? Est-ce qu'on retient moins de 5 lésions ganglionnaires extrapelviennes et osseuses? Est-ce qu'on se contente d'avoir jusqu'à 10 lésions ganglionnaires osseuses ou viscérales? Ou est-ce que vous pensez plutôt que cette définition est censée d'évoluer avec le temps, avec les essais cliniques et leurs résultats, et avec les modalités d'imagerie? Cette maladie oligométastatique, c'est complexe en termes d'éthiopathogénie et de mécanistique. Donc, c'est un état dans l'évolution du cancer entre la maladie localisée et la maladie généralisée, avec une prise en charge complexe qui dépend du nombre de lésions, de leur localisation, de leur étendue. Les définitions sont hétérogènes. On parle de maladie localisée avec un traitement local. On parle de 1 à 2 métastases, chez qui on peut envisager en plus un traitement dirigé contre les métastases, comme on l'avait montré avant, ou la maladie multimétastatique, chez qui on part vers des traitements systémiques. Il y a eu une étude, donc, un groupe de recommandations avec 2 volets de Delphi pour essayer de définir, sur les recommandations de ERTC et ESTRO, qu'est-ce qu'on considère un cancer prostatique oligométastatique, avec plein de questions qui ont été posées sur le moment de l'apparition des métastases. Est-ce que les métastases apparaissent en même temps, synchrone, métachrone? Combien de lésions? À quel moment? Est-ce que les métastases, est-ce qu'il y a des patients qui sont multimétastatiques et qui deviennent oligométastatiques après un traitement? Donc, ils ont défini 5 à 6 jusqu'à 7 types de maladies oligométastatiques. Certes, à l'heure actuelle, pour pouvoir définir cette maladie, on a besoin des moyens pour localiser. Il y a eu des essais sur des éléments de biologie moléculaire, mais pour le cancer prostatique, les études FMI-RNA, ctDNA ne montrent pas beaucoup de reproductibilité, donc on repose toujours sur l'imagerie conventionnelle, donc le scanner, la scintigraphie osseuse, et après sur l'imagerie moderne, la TEP-TDM, et notamment la TEP-TDM au PSMA, au ligand de PSMA et aux IRM. Les définitions sont hétérogènes en termes de nombre de lésions. Donc on parle de 1 lésion, on parle de jusqu'à 3 lésions selon les définitions de APCC 2017, et même les critères promises version V2 que je vais détailler un peu par la suite parlent de maximum 3 lésions pour définir une maladie oligométastatique. Après, il y a eu les réunions et les recommandations ASTRO-ESTRO de 2020 qui retiennent jusqu'à 5 lésions pour définir une maladie oligométastatique. Les études qui avaient été faites sont hétérogènes en termes de nombre de patients. La plupart sont rétrospectives. On parle des études qui vont de 24 à 120 patients, avec des maladies entre moins 3 ou moins 5 lésions, des localisations variées, soit osseuses, soit seulement ganglionnaires, soit de toute localisation retenue. Et l'imagerie qui a permis de compter et d'identifier ces lésions sont soit scintigraphie, soit TEP à la choline, soit TEP à la choline et TEP au fluorodéoxyglucose. On sait que la localisation de ces métastases de cancer prostatique est corrélée à la survie des patients. Donc, une atteinte ganglionnaire seule va déterminer une meilleure survie que si le patient a une atteinte osseuse et ganglionnaire, qui aussi détermine une meilleure survie s'il s'agit d'une atteinte pulmonaire, et le moindre survie, c'est quand il y a des atteintes métastatiques hépatiques. On retient globalement dans les essais cliniques comme lésions cibles métastatiques des lésions qui mesurent plus de 1 cm pour l'os, pour les lésions viscérales, pour les ganglions. Quels moyens d'imagerie moderne pour guider les essais thérapeutiques contre les métastases dans les cancers prostatiques oligométastatiques? Donc, on s'en sert dans la plupart des études cliniques de l'imagerie standard, scanner et scintigraphie au biphosphonate, mais on fait appel de plus en plus à l'imagerie moderne qui devient actuellement un standard nécessaire pour randomiser dans les essais cliniques. Donc, on parle de TEP-TDM, au fluorure de sodium pour les métastases osseuses, à la choline, et bien sûr, mais non, les plus intéressantes en termes de sensibilité et spécificité sont les TEP au ligand de PSMA et les IRM. Comme je suis médecin nucléaire, je vais vous en parler un peu plus de la TEP au PSMA. Dans les guidelines de recommandation de l'imagerie ou quelle imagerie moderne à utiliser pour dépister la maladie oligométastatique, vous allez regarder, pour post-randomisation, pour tout ce qui est maladie oligométastatique, on retient la nécessité d'utiliser les méthodes d'imagerie moderne
Et on retient aussi les TEP au PSMA, que ce soit pour les études dans le bilan initial des cancers prostatiques ou dans les MCRPC. On a besoin de l'imagerie moderne pour pouvoir randomiser et sélectionner les patients oligométastatiques. Et quelles sont les modalités d'imagerie fonctionnelle moléculaire en médecine nucléaire? Celles-ci, on sait qu'ils augmentent la précision dans la détection des métastases, mais chaque médicament radiopharmaceutique a des particularités de distribution, de sensibilité, de spécificité. On a les traceurs de microenvironnements osseux, avec la scintigraphie au biphosphonate et la tépofluore de sodium. On a les marqueurs de métabolisme cellulaire des cellules prostatiques, donc on a la fluorodeoxyglucose qui nous donne des idées sur la glycolyse anaérobie et l'agressivité de prolifération des cellules. On a les TEP à la choline qui nous donne une idée sur la reproduction lente et l'expression des phospholipides choline kinase. On a aussi la flucyclovine qui montre l'expression de certains acides aminés et on a pu mettre en évidence que l'expression de certains transcrits sont inversement proportionnels à l'agressivité des cancers prostatiques et on a tous les traceurs qui permettent de mettre en évidence l'expression au niveau des tumeurs et des métastases de l'antigène spécifique membranaire prostatique qui est une glycoprotéine transmembranaire qui peut avoir plusieurs ligands, fluorés ou galliers, avec chacun des différences de distribution et des différences de sensibilité. Pour ce qui est des différences de sensibilité, ces différences varient en fonction des taux de PSA au moment de la réalisation de l'examen, avec des variations pour le gallium PSMA 11 ou le Locametz, qui est actuellement le plus utilisé en pratique courante en France, avec une sensibilité, un taux de détection de 45% pour des PSA inférieurs à 0,5, qui vont jusqu'à 95% pour des PSA supérieurs à 2 nanogrammes par millilitre. Et on a aussi les ligands de PSMA marqués au fluor, qui ont l'avantage qu'on n'a pas besoin dans le service de médecine nucléaire d'avoir un générateur pour produire le gallium, donc ils peuvent être commercialisés facilement utilisés dans n'importe quel service de médecine nucléaire qui fait de la TEP, mais qui ont aussi des problèmes de sensibilité, spécificité et biodistribution. Les gros défis pour le médecin nucléaire, c'est que même si la TEP au PSMA montre les meilleurs taux de détection et de performance, on a des problèmes des faux positifs et des faux négatifs. Donc pour les faux négatifs, il y a quand même 5 à 10% des lésions primitives et des métastases qui ne fixent pas en PSMA. Il y a bien sûr le contingent neuroendocrinien, le contingent de dédifférenciation. Il y a un problème d'hétérogénéité des tumeurs qui font que certaines lésions sont faiblement fixantes en PSMA. Et le gros défi, ce sont les faux positifs, parce qu'on risque à tort de considérer un patient oligométastatique alors qu'il ne l'est pas. Notamment, il y a les problèmes des fixations physiologiques des ganglions du plexus cœliaque, surtout en TPSMA 1007 au fluor 18 ou des CFPIL, et on a aussi des problèmes de fixation sur les ganglions parasympathiques. Dans la plupart du temps, on se rend compte qu'il s'agit des fixations physiologiques parce que ce sont des fixations symétriques sur des petits ganglionnaires, des petites ganglions qui ont une forme plutôt sémilunaire et plutôt oblongue. On a bien sûr des fixations dans d'autres types de maladies parce que le PSMA est fortement exprimé dans les tumeurs qui ont une riche vascularisation, dans les carcinomes rénal à cellules claires, dans les hépatocarcinomes, dans certains cancers thyroïdiens, dans certaines maladies métastatiques. On a bien sûr des pathologies bénignes, les maladies osseuses bénignes qui fixent fort en PSMA, d'autres différentes tumeurs malignes comme les lymphomes ou les myélomes multiples qui peuvent fixer en PSMA. Donc il faut faire très attention à l'ensemble du dossier médical du patient et à l'ensemble de son suivi de ses antécédents. Il y a eu des études, notamment une étude récente publiée par l'équipe de Jérémy Calais du CLA. Ils ont pris toutes les essais cliniques prospectives et ils ont fait un data retrieving. Ils ont sélectionné les patients qui avaient une maladie MCRPC oligométastatique. Donc, ils ont identifié 24 personnes qui avaient des TEP, TDM, PSMA, qui avaient permis d'identifier cette maladie oligométastatique. Et ces patients-là ont bénéficié d'une radiothérapie dirigée contre cette maladie oligométastatique en association avec des ARPI. Et ils ont fait une analyse de suivi sans progression et de suivi global. Et ce qui est intéressant, c'est que ces thérapies peut se faire en sécurité, que la durée de survie globale à 4 ans était de plus de 70%, ce qui est très intéressant, avec une survie sans progression allant jusqu'à 29 mois. Donc, comment définissez-vous le cancer prostatique oligométastatique? Je dirais que la définition évolue avec le temps, avec les essais cliniques et avec les modalités d'imagerie. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Des commentaires ou des questions dans la salle? Je pense que ça serait intéressant de bénéficier peut-être, Bertrand, de ton expertise sur... vous avez une grosse expérience d'IRM corps entier. Vous avez accès au TEP. Comment vous agencez votre stratégie? Le TEP, on voit des éléments intéressants. Pour moi, le gros point faible, c'est la valeur prédictive négative. Et quand on fait de la radiothérapie stéréotaxique sur quelque chose avec une valeur prédictive négative très faible, il y a plein de fois où on s'est trompé. On l'a beaucoup connu avec la choline.
Est-ce que toi, dans ton expérience, l'apport de l'IRM corps entier, comment vous agencez ça? L'IRM de corps, en gros, si on fait à la louche, l'IRM de corps entier est un peu meilleur pour les métastases osseuses, nettement moins bonne pour les ganglions. Ça, c'est parce qu'ils ont raté les USPI. Bon, maintenant, les USPI, donc les ultra small particules, elles reviennent. Et donc là, les techniques sont équivalentes. Alors pour moi, et bon, vous allez en parler, la grosse force de l'IRM, c'est la mesure de la réponse thérapeutique. Parce que avec le PET-PSMA, en fait, on n'a aucune preuve que la persistance de maladies résiduelles est un facteur pronostic. Avec l'IRM, on a un tout petit peu plus de preuves. Donc c'est les grands combats, c'est Promise versus Metrads. Mais typiquement, l'IRM est supérieur pour les faux positifs. Par exemple, avec le fluor, les côtes. Moi, je vois tous les mois des gens qui viennent d'une deuxième opinion, qui sont sous triple, sous doublette, pour un Gleason 7 avec 2 métas dans les côtes, quoi, et on leur fait une IRM, c'est pas... Mais je pense que les deux techniques sont vraiment complémentaires. Et dans le monde parfait, on aura des PET IRM. C'est très intéressant de voir où ils ont des PET IRM, ils les saturent avec les prostates tout de suite. Mais les deux techniques sont complémentaires. Par contre, là où il y a quand même beaucoup, et ça, quand il y a eu ces recommandations, tous les PET sont équivalents. C'est pas ce qu'on voit dans la pratique. Hein. Dans la pratique, on a énormément de gens qui viennent et on répète le PET. C'est pas exactement c'est pas exactement la même chose. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire dans la standardisation et la normalisation. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, non seulement en biodistribution, en spécificité de fixation. On sait qu'avec le PSMA en 1007, les fixations costal uniques, c'est dans la plupart du temps des fixations physiologiques. Mais même en PSMA gallium 617, PSMA 11, dans le CAMET, on a vu des fixations costal uniques qui étaient bénignes et qui n'avaient rien à voir avec, même avec une pathologie osseuse bénigne. Donc on sait qu'il y a beaucoup de faux positifs et on se pose beaucoup de questions, même en RCP, sur les faibles fixations grade 1 en Promise sur des petits ganglions, donc on doute qu'ils sont pathologiques pour des maladies récidivantes. Et moi, quand je fais beaucoup de traitements avec du lutetium PSMA, il y a actuellement une tendance des centres qui nous adressent des patients de faire de la TPSMA fluorée, puisque c'est plus accessible, et ils nous adressent les patients pour éligibilité, et on se rend compte que les fixations sont très différentes en fluor PSMA qu'en gallium PSMA, et qu'il y a un travail qu'on nécessite de faire au sein du groupe de travail de radiothérapie intervectorisée de la SFMN pour essayer déjà de standardiser, de colliger ces données et vérifier et peut-être essayer d'établir des critères d'éligibilité au traitement par l'UPSMA pour les ligands fluorés, parce que ce n'est pas du tout la même intensité de fixation, il y a beaucoup de variations et ce n'est pas équivalent si on applique les mêmes critères actuellement. Pierre, tu avais un commentaire? Oui, non, une question. Donc c'est vrai que vous nous avez beaucoup parlé de nombre de métastases et avec les techniques à la fois de diagnostic et de traitement, on a augmenté le nombre de métastases dans la définition, mais il manque peut-être 2 paramètres qui sont un, la cinétique, donc c'est pas que le nombre, mais l'évolution dans le temps, et 2, la biologie. Donc je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur ces 2 paramètres qui vont être essentiels à l'avenir dans la définition de la maladie oligomycométastatique. C'est pas le fait d'avoir une métastase qui vous définit, mais un profil biologique de maladie lentement évolutive plutôt. Je pense qu'il y a un complexe de critères à prendre en compte pour définir une maladie oligométastatique. Donc il y a aussi le temps de développement de PSA, il y a aussi des critères de biologie moléculaire. À l'heure actuelle, de mes faibles connaissances, il n'y a pas de marqueur spécifique validé et reproduit en miRNA ou en ctDNA qui pourrait dire voilà une signature génétique spécifique d'une maladie oligométastatique. Il y en a des études publiées, mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut utiliser en pratique courante et qui est reproductible dans n'importe quel centre, dans n'importe quel pays. Donc on est encore... peut-être pas encore arrivé pour la prostate. En tout cas, en imagerie, on a des certitudes, c'est les critères Promise. Je vous propose de continuer le One Woman Show. Pardon. Merci beaucoup. Et si je peux juste rebondir sur tout ce qui s'était dit, est-ce que vous ne pensez pas non plus qu'on pourrait envisager qu'il y a une courbe de progression des médecins nucléaires, puisqu'actuellement, c'est des traceurs qui sont quand même relativement récents, et que peut-être tout ce qu'on considère actuellement comme des faux positifs ou faux négatifs, c'est aussi un problème d'apprentissage ? Il y a sûrement un problème d'apprentissage. On a un gros problème de standardisation parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous la même façon d'interpréter, on n'a pas tous l'habitude d'avoir le même système, les mêmes critères d'interprétation et de validation de quelque chose qui est physiologique ou pathologique, ou quelle est notre limite de dire que cette lésion est suspecte ou pas. Et qu'on a un gros problème d'hétérogénéité des pratiques. Bien, il y a bien sûr une courbe d'apprentissage, mais il y a aussi un problème d'homogénéisation de notre façon d'interpréter et de rendre un compte rendu.
Donc c'est pour cette raison qu'on essaie tous de se sensibiliser à l'utilisation de ce schéma PROMIS pour nous standardiser notre façon d'interpréter une imagerie TPSMA pour les cancers prostatiques. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une échelle qui comporte plusieurs types de scores pour l'évaluation standardisée en imagerie moléculaire du cancer prostatique. Donc, le but, c'est de standardiser le bilan d'extension, de faire une stratification de la maladie localisée avec une stratification TNM en imagerie moléculaire. Et aussi, ce qui est simple et qu'on pourrait tous utiliser en pratique clinique courante en tant que médecin nucléaire, c'est l'utilisation de score d'expression PSMA, qui est un score visuel, qualitatif. Initialement, il y avait les critères élaborés par l'ENM de recommandation de reporting standardisé, le score IPSMA, qui utilisait 3 niveaux de référence en fixation PSMA, notamment la distribution du PSMA dans le sang, la fixation au niveau de la référence hépatique et la fixation intense au niveau des glandes salivaires. En mettant 3 scores et en fonction de la fixation de nos lésions suspectes rapportées à la fixation du sang, du foie ou des glandes salivaires, on mettait des scores. Donc, pour tout ce qui était score 2, on retenait comme score 2 une fixation égale ou plus élevée que la fixation hépatique, et on considérait que c'était une lésion suspecte, tout ce qui était égal ou supérieur à 2. Et en score 3, ce qui était supérieur ou égal à la fixation des glandes parotides. Et c'est ça qui permettait à faire la stratification TNM en fonction de ces scores de fixation et bien sûr de l'organisation, de la localisation, de l'étendue des fixations au niveau tumoral, au niveau des ganglions et au niveau des métastases. Par la suite, en 2023, il y a une homogénéisation avec l'apparition et la publication des scores PROMIS version V2 qui reprend la stratification TNM en imagerie moléculaire, mais qui a comme particularité une meilleure définition de la nécessité que le médecin nucléaire localise et précise les localisations ganglionnaires, leur siège à droite ou à gauche, quels sont les ganglions iliaques internes, externes, obturateurs, prérectal, pararectaux. Pour la maladie métastatique, la particularité des scores PROMIS, c'est que pour eux et pour PROMIS, la maladie oligométastatique concerne maximum 3 lésions et pas 5 comme on utilise actuellement. Et bien sûr, ces critères de standardisation font l'objet de toutes sortes de schémas. Donc, il y a un pocket card qui est présent dans le manuscrit et qui est disponible à tout le monde pour pouvoir s'utiliser en pratique courante pour standardiser la localisation tumorale, la localiser si c'est au niveau crânial, médian, caudal, si c'est dans la région de transition, dans la région périphérique, si la fixation elle est diffuse, physiologique ou intense et focale, avec une intensité de fixation qui est au moins, et cette fois-ci en PROMIS V2, on considère qu'un score de fixation significatif doit être forcément supérieur à la fixation hépatique, sans donner un seuil de combien de fois plus élevé que la fixation hépatique, donc ça reste discutable. Donc il faut, pour que la fixation reste significative, que la fixation soit supérieure au bruit de fond hépatique pour tout ce qui est les fixations focales en zone de transition. Et on retient comme fixation intense toute fixation qui est supérieure aux glandes parotides ou avec un SUV max standardisé supérieur à 12. Et bien sûr, on utilise le PSMA Expression Score avec des fixations 2 intermédiaires, fixations supérieures au foie et 3 fixations supérieures aux glandes parotides. Pour ce qui est de la maladie localisée et la caractérisation du stade T, il y a le score primary qui est censé être utilisé pour les protocoles de recherche clinique qu'on n'a jamais l'habitude d'utiliser en pratique courante clinique parce que c'est élaboré et ça prend du temps. Mais c'est un score qui est finalement simple, qui donne des indices d'intensité de fixation et de localisation focale ou diffuse et de la région de fixation, de la région transitionnelle ou de la région périphérique, avec le même scoring en fixation plus intense que le foie ou plus intense que les glandes salivaires. La localisation des régions N, donc ganglionnaires et métastatiques. Pour la localisation ganglionnaire, donc, il y a un apprentissage à faire par le médecin nucléaire parce qu'il doit connaître un peu l'anatomie en coupe et réapprendre un peu comment localiser, quels sont les ganglions iliaques externes des ganglions iliaques internes. Donc, il y a une ligne qui traverse en dessous de la bifurcation de l'artère iliaque commune et qui passe sur la paroi postérieure de l'artère iliaque externe pour faire la part entre les ganglions iliaques externes et iliaques internes. Et pour les ganglions iliaques externes, il y a le contingent obturateur, il y a aussi le contingent à décrire dans les régions pararectales et présacrées. On doit décrire le nombre, les localisations ganglionnaires, s'ils sont à droite, à gauche, combien, et on est censé décrire quels sont les scores de fixation les plus bas et surtout les plus élevés par rapport au foie et aux glandes parotides pour les garder comme significatifs. Pour les métastases, pareil, il faut décrire le nombre, leur localisation et les scores de fixation les plus bas et les plus élevés sur l'échelle d'expression de PSMA, en sachant que sur cette échelle PROMIS V2, la maladie oligométastatique est censée être maximum 3 lésions.
Dans la définition d'un compte-rendu idéal selon les critères promis, il faut déjà dépister les lésions suspectées, utiliser une classification primary pour la prostate, les localisations au niveau de la prostate, utiliser une stratification TNM en imagerie moléculaire et, si possible, et si on a à disposition un logiciel qui fait de la quantification, de la segmentation, donner des idées de volume fixant en PSMA et faire la stratification TNM avec la localisation précise des ganglions, des métastases, leur volume, leur intensité de fixation en PSMA Expression Score, pour avoir un compte-rendu complet qui pourra servir aux cliniciens pour la sélection des essais cliniques. Quid de ce score d'expression PSMA? On s'en sert pour la stratification TNM, on s'en sert aussi pour la sélection des patients pour une thérapie par lutétion PSMA. Et on retient comme score, donc le score 0, c'est fixation inférieure au bruit de fond vasculaire. Le score 1, fixation inférieure au bruit de fond hépatique. Fixation 2, supérieure au bruit de fond hépatique inférieure aux fixations des glandes salivaires. Et fixation 3, supérieure aux glandes salivaires. On considère qu'une TPSMA est positive et qui rend le patient éligible pour une thérapie par lutétion PSMA si la grande majorité des fixations, dans l'idéal toutes, ont une fixation homogène et intense supérieure au bruit de fond de fixation hépatique. À Toulouse, on s'en sert de plus en plus de cette échelle promise. Donc, dans le compte-rendu, à la fin du compte-rendu, on donne le pourcentage des lésions qui ont une fixation en score promise 2 ou 3. Et on précise, bien sûr, s'il y a des fixations de score inférieur à 2, leur localisation et leur taille, pour savoir si ce sont des cibles qui pourraient être éventuellement traitées par radiothérapie ou autre. Là, c'est un exemple d'un patient de 74 ans qui a un cancer métastatique, une évolution ganglionnaire osseuse, qui a une progression après hormonothérapie de deuxième génération et chimiothérapie. Et nous, on a l'habitude à l'Oncopole de faire une imagerie bimodale. Donc, on fait de la TPO-PSMA gallium PSMA 11 et de la TPFDG pour sélectionner le patient. Donc, c'est un patient qui a des localisations ganglionnaires sus et sous-diaphragmatiques, avec des fixations intenses, homogènes, de fixations plus intenses que le bruit de fond hépatique, comme vous pouvez le voir. Certaines et la majorité ont une fixation plus intense que la fixation des glandes parotides. Donc, on retient un score promis V2 à 3. De fixation intense et homogène. Le score PSG, c'est Parotid Salivary Gland Score. C'est similaire au promis parce qu'il se réfère à un ratio entre les fixations plus intenses que les glandes parotides versus les autres intensités de fixation. Et chez ce patient-là, on regarde s'il y a des mismatchs, s'il y a des lésions qui fixent un FDG, qui sont des lésions cibles et qui ne fixeraient pas un PSMA. Ce n'est pas le cas de notre patient, donc on l'a considéré éligible pour le traitement parce que promis 3 et pas de lésions discordantes en FDG. Et ce patient, il a eu une survie sans progression après 6 injections de l'UPSMA de 8 mois, ce qui a été assez intéressant pour le stade de la maladie. Donc on utilise promise pour avoir un reporting standardisé en vue des essais cliniques. Ça serait idéal qu'on puisse l'utiliser aussi en pratique courante. Pour définir une lésion comme maligne, globalement, il faut que le score de fixation PSA soit égal ou supérieur à 2. C'est utile de pouvoir faire une stratification TNM selon la TPE-PSMA. Pour la localisation T0, T4, on utilise le score primary. Et pour stadifier les stades N et M, le plus utilisé, c'est le score d'expression PSMA. Il faut décrire quel est le score le plus bas et quel est le score le plus élevé, le nombre et la localisation de ces lésions. Merci beaucoup. Questions, commentaires dans la salle? Moi, j'en ai une pour la salle. Alors, il y a quelques petits biais dans la salle, mais qui a des comptes rendus de médecine nucléaire avec « j'ai un score promis, ça tend ». Levez la main. C'est bien, 3 sur 200. Je pense qu'effectivement, ça rejoint un peu ta question, Léa. Il y a la courbe d'apprentissage, c'est vrai, il y a aussi l'éducationnel. Nous, par exemple, notre médecin nucléaire utilise les critères, mais ne nous fait pas un rapport selon les critères promis. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'identification du scoring. Et ça va sur ma deuxième question. Vu qu'on design beaucoup d'essais maintenant en se disant on va faire de la MFS PSMA ou des endpoints basés sur le PSMA dont on ne sait déjà pas trop quelle est leur valeur prédictive ou pronostique, qu'est-ce que vous en pensez sur cette démocratisation et la deuxième question sur la réponse en PSMA? Si on n'utilise déjà pas au diagnostic un score reproductible pour évaluer des réponses dans des essais et même en dehors des essais. Ce qu'on a remarqué dans notre petite pratique, c'est que le score promis, c'est un score visuel qui est simple.
et qui est reproductible. On n'a jamais eu des désaccords pour les scores promises. C'est dommage qu'il n'y a pas tout le monde qui l'utilise. Après, il faut que nous, on arrive au sein de SLMN de sensibiliser plus les médecins nucléaires, de participer à des réunions de formation. La Coramène a mis en place des séminaires de formation pour l'arrivée au PSMA. On est en train d'élaborer, on va tenter de publier en septembre des recommandations pour ce qui est la thérapie RIV et on va souligner la nécessité de standardiser ces thérapies. On a discuté avec le professeur Coubon d'essayer de faire un modèle de compte-rendu de PSMA à publier pour le rendre public et sensibiliser le plus des médecins nucléaires. Surtout que, bon, c'est peut-être pas facile de faire du volume métabolique, c'est pas évident. Mais promis, c'est simple et c'est reproductible et ça peut rendre service pour une décision thérapeutique pour tout le monde. Non, juste un mot sur la MFS PSMA. Donc pour le moment, c'est la raison exacte pour laquelle elle est refusée par les agences d'enregistrement, parce que c'est pas réciste, quoi, ça n'a pas été validé. Il suffit de voir ce que les gens qui font le cancer du sein ont fait pour valider non préciste. Enfin, il faut donc les gens qui designent des essais cliniques. Maintenant, il faut passer à CTIS, hein, vous connaissez ça. MFS PSMA, c'est mort, ça ne passe pas, donc c'est perdre son temps. Après, les critères RECIP, ils ont été publiés seulement dans des essais rétrospectifs. Pour le moment, on attend des études prospectives pour pouvoir utiliser RECIP. Ce n'est pas utilisé en pratique courante parce que c'est basé sur de la quantification. On n'a pas tous les logiciels pour faire cette quantification en pratique courante parce qu'on a besoin de rapatrier les examens sur un serveur, ça prend un temps fou et ce n'est pas évident. Donc mais c'est reproductible en visuel, notamment RECIP. Mais pour le démontrer, il faut faire une étude prospective randomisée. Parfait. On va juste avancer rapidement, effectivement, avec Pierre Blanchard qui va nous parler du champ des possibles, couvre ces nouvelles possibilités aussi d'identification, de compréhension et puis de la tentation qu'on a tous de vouloir aller traiter ce qu'on voit. Est-ce qu'il faut le faire? Quel est l'avenir? Oui, merci Delphine, merci à tous pour la présence et pour l'invitation. Oui, je pense que même dans les comptes rendus PSMA, pour aller plus loin, ce serait bien d'avoir le traceur utilisé. Parce que souvent, dans les comptes rendus, notamment faits en ville, il y a écrit fluor de PSMA, mais on ne sait pas si c'est le 1007 ou si c'est le DCF pile. Et quand on connaît les faux positifs de l'un ou de l'autre, donc c'est vrai qu'il y a, je pense, un boulot d'éducation à faire. Enfin bon, passons. Alors, on va parler donc du standard de traitement. J'ai mis un point d'interrogation parce que voir que le standard n'est pas forcément clair dans la maladie oligométastatique hors monosensible. Je ne reparle pas des CRPC, c'est Ronan qui l'a fait tout à l'heure. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on peut poser comme question, et c'est plutôt la partie intéressante à mon avis pour nous. En termes de standard de traitement, je vais aller vite sur les choses que vous connaissez. Vous savez le bénéfice du traitement de la prostate d'après Stampede dans les maladies à faible volume métastatique, donc faible volume, avec un bénéfice en survie globale et en PFS qui diminue avec le nombre de métastases osseuses visualisées ici en imagerie conventionnelle, même en scintigraphie juste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est dans nos standards de traitement. On connaît aussi le bénéfice des hormonothérapies de nouvelle génération, quelles qu'elles soient, avec des bénéfices en survie globale pour la totalité, sauf pour Aranote, le Daro qu'on n'a pas encore et pour lequel on n'a que de la PFS. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le bénéfice en hazard ratio, il est très similaire qu'on ait une maladie de haut volume et de bas volume. Donc, dans cette maladie métastatique, on a un bénéfice à l'intensification du traitement systémique par une double hormonothérapie. Okay. Bon, ça aussi, on sait. Alors là, on voit rien, c'est encore pire que le truc de Ronan tout à l'heure, là. Et pourtant, c'est une méta-analyse en réseau sur données publiées. Ça, sur le plan méthodologique, c'est pas énorme, mais ce qu'on voit, c'est si on compte la par catégorie du milieu, qui compare donc les triplets avec du docétaxel à des doublets avec une double hormonothérapie, vous voyez que le bénéfice, quand on regarde, il y a un bénéfice global, mais quand on regarde entre les hauts volumes et les faibles volumes, le bénéfice, il est essentiellement chez les faibles volumes, chez les hauts volumes du triplet, et donc il y a un bénéfice qui est moins important pour les faibles volumes. Donc le faible volume en traitement systémique, c'est plutôt le doublet, et ensuite on peut discuter, il y a des pratiques qui sont variables selon les centres, et voilà. Dernier point, c'est la traitement ciblé des métastases. Donc vous connaissez l'étude Presto que le groupe a menée à son terme il y a dernier patient inclus il y a plus de 6 mois et en fait la gros des patients inclus l'été dernier, donc on a quasiment un an de suivi pour les derniers patients. On en avait rajouté une 10-15aine qui ont mis un peu de temps à arriver.
donc qui a évalué l'intérêt de la radiothérapie stéréotaxique des métastases chez les patients qui étaient hormonosensibles, oligométastatiques, définis jusqu'à 5 métastases, avec difficulté de définition dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et ça s'inscrit, Presto s'inscrit dans d'autres études. L'étude anglaise, l'étude canadienne, Platon, qui est sur la gauche, elle est terminée, elle s'est terminée à peu près en même temps que Presto. L'étude des vétérans, qui est juste à droite, elle est bien avancée, ils sont à 300 et quelques patients. L'espagnol est plus petite et ils étaient à 100 ou 150 la dernière fois que je leur en ai parlé. Stampede a commencé beaucoup plus récemment et a un objectif de 2000 patients, donc mettra beaucoup plus de temps, mais apportera, comme toujours avec Stampede, des données importantes. Donc ça s'inscrit dans un contexte global. Force est de constater qu'actuellement, maintenant que Presto est terminé, la plupart de ces patients en soins courants sont traités avec une radiothérapie des métastases, mais ça peut se discuter. Alors qu'est-ce qui peut le justifier? C'est les données déjà publiées dans le cancer de prostate oligométastatique. Ronan vous a parlé des données de Wolverine, donc c'est une méta-analyse là sur données individuelles, hein, donc, qui est dirigée par l'équipe du MD Anderson. Et donc il y a un peu plus de 400 patients. Il y a des résistants à la castration et des hormonosensibles, mais la majorité est hormonosensible. Et ce qu'on voit dans cette méta-analyse, c'est qu'on voit un bénéfice en PFS, on voit un bénéfice en RPFS, que vous voyez là, et on voit une tendance vers un bénéfice en survie globale, donc en combinant toutes ces études avec un hazard ratio qui est à 0,6. Et surtout, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve toujours surprenant dans les méta-analyses, parce que j'ai fait plein de méta-analyses, moi, mais en ORL, si vous regardez, on a un pointeur, ouais, regardez, si vous regardez ici, c'est que les hazard ratios, ils sont tous superposés les uns aux autres. Alors que généralement, dans les méta-analyses, vous avez ce qu'on appelle de l'hétérogénéité, vous avez des études à droite, des études à gauche, puis à la fin, vous avez la combinaison et vous calculez l'hétérogénéité. Ici, vous avez des hazard ratios qui sont à 0,65 à peu près partout, et avec une hétérogénéité qui est à 0. Donc ça, c'est très inhabituel et ça traduit probablement quelque chose de très reproductible et donc de biologiquement plausible. Mais bon, ça c'est à confirmer dans des études plus grandes. Mais je pense que pour un traitement peu toxique comme la radiothérapie stéréotaxique, c'est un argument relativement fort. Dans les oligorécurrents, il y a des études. Ça, c'était une étude dirigée par le collègue du MD Anderson, Chad Tang, et qui était inclus dans la méta-analyse dont je viens de vous parler, et qui montre que, en fait, la radiothérapie des métastases, elle permet probablement d'allonger la durée d'hormonosensibilité et les pauses d'hormonothérapie dans un contexte de traitement intermittent. Ça, c'est le NCCN. Alors, NCCN, c'est les guidelines, vous savez, qui sont aussi des guidelines un peu parapluie médico-légales aux États-Unis, parce qu'on vous autorise généralement plein de choses pour refléter la pratique clinique et pouvoir se défendre devant les tribunaux. Mais c'est intéressant quand même de voir que dans le MCSPC, qui soit de novo ou métachrone, on vous autorise, globalement met des doublets de doubles hormonaux partout, et on vous autorise le triplet avec le docétaxel, hein, on sait qu'il y a des équipes qui le font, et puis dans des maladies plus agressives, des novos, des patients jeunes, c'est quand même tout à fait justifiable, et on autorise aussi le triplet ADT, ARPI et radiothérapie du primitif dans cette localisation. Alors les problèmes actuels, c'est que, on a des données nouvelles, PIS1, qui compliquent un petit peu peut-être l'analyse avec pas de bénéfice de la radiothérapie en survie globale, des choses qui peuvent refaire discuter. Le deuxième problème, qui est la définition de la maladie oligométastatique, maintenant on la définit sur la base du PSMA seul, comme ça a été rapporté tout à l'heure, il y a énormément de variabilité. Donc est-ce qu'on va avoir les mêmes bénéfices chez ces patients ou chez les patients définis par traditionnellement scanner Scinti? Et le bénéfice du traitement local des métastases, je vous ai donné les arguments, mais pour l'instant, on n'a pas d'essai massu qui permet de fermer le débat. Donc on a quand même pas mal de questions qui restent ouvertes. Et donc, les questions qui se posent et qu'on pourrait évoquer notamment dans des essais du groupe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à terme? Donc, question ouverte, c'est, à mon sens, mais j'en ai sûrement oublié, c'est la définition de la maladie oligométastatique sur TEP-PSMA. Donc la migration de stade, est-ce que les patients qu'on dit oligométastatique actuellement, ce n'est pas les patients du GTUC 18 d'il y a 15 ans?
Et finalement, avec juste le traitement systémique 3 ans, la radiothérapie de la prostate, ils vont globalement bien, ces patients. Donc, migration de stade, est-ce qu'on ne surtraite pas des patients? 2, l'hormonothérapie longue à l'ère des doubles hormonothérapies. Est-ce qu'on a besoin de faire 3 ans façon Bola, ou 2 ans, ou 2-3 ans façon Stampede? Est-ce qu'on ne peut pas faire moins? Est-ce qu'il faut intensifier plus ces patients, qui sont des patients à nouveau proches GTUC18 et qu'on pourrait potentiellement guérir, hein, j'ai mis un point d'interrogation. Et si on intensifie, il faut probablement intensifier brièvement pour ensuite pouvoir arrêter les traitements, parce que s'ils sont guéris, c'est qu'ils n'ont plus besoin de traitement. Ou est-ce qu'on peut désescalader pour améliorer la qualité de vie? Donc il y a plein de questions qui se posent là, et comme on l'a dit tout à l'heure, l'impact de la biologie. Pour l'instant, on définit les oligométastases de manière tout à fait rudimentaire, et donc on a besoin d'avancer sur la définition plus précise de la maladie métastatique, et évidemment d'avancer avec nos patients partenaires pour définir ce qui est pertinent. La définition de la maladie oligométastatique sur TEP-PSMA, je pense qu'on n'aura que des registres pour essayer de montrer ça, et je pense qu'il faut qu'on essaie de travailler. Peut-être le groupe peut faire travailler là-dessus, sur quel est le pronostic de ces patients, les uns par rapport aux autres, et des critères pertinents de définition. Sur la pertinence de l'hormonothérapie longue, moi j'ai vu 2 malades la semaine dernière qui étaient tous des patients qui auraient été considérés au risque GTUC18, et en fait on leur fait un PSMA, ils ont des ganglions qui fixent jusque dans le rétropéritoine ou une métastase osseuse, ils vont être incluables dans Deescalate s'ils répondent bien, on va voir. Et donc Deescalate, c'est une étude qui est menée par Bertrand au sein de l'EORTC avec l'association de PIS et du GTUG, vous savez, qui compare une hormonothérapie continue à un blocage intermittent maximal, mais avec une double hormono, et le traitement local autorisé, notamment la radiothérapie stéréotaxique des métastases. Donc ça, c'est vraiment une manière d'essayer de voir chez les métastatiques si on ne peut pas diminuer le traitement. Intérêt global, à mon sens, mais notamment pour les oligorécurrents, qu'on n'a pas forcément envie de traiter de manière continue par des traitements ad vitam. Ensuite, je vous parlais d'intensification thérapeutique, excusez-moi. Donc le traitement standard actuellement pour ces patients oligométastatiques, double hormono, radiothérapie de la prostate, radiothérapie des métastases, ça fait beaucoup déjà. Et dans Presto, oligopresto, on autorise l'intermittent, mais probablement, les patients qui ont eu de l'intermittent, ils ont des rechutes généralement, donc probablement qu'il faut les intensifier un petit peu, mais un petit peu. Donc les intensifier sur une courte durée, avec une voie d'action qui est différente de celle qui a été utilisée dans le traitement standard, donc qui est la voie du récepteur aux androgènes. Donc l'ARIV, donc j'ai mis des ADC éventuellement, en tout cas il faut réfléchir à ce qu'on pourrait utiliser pour essayer d'intensifier de manière différente. Donc j'avais proposé au PHRC une étude qui évaluait l'intérêt d'un traitement adjuvant par 2 cycles de lutécium PSMA, et donc il va falloir, pour lequel le concept, à mon avis, reste pertinent. Maintenant, on peut se poser la question de est-ce que c'est le lutécium qui est le bon traitement? Est-ce qu'il faudrait un autre agent, un alpha-émetteur? Est-ce qu'il y a des ADC? Enfin, je pense que le groupe peut réfléchir là-dessus pour voir si, sur certains patients, on peut intensifier brièvement pour ensuite les laisser tranquilles de manière durable. Donc, en conclusion, ces patients-là, on les traite de manière relativement intensive, ADT, ARPI, radiothérapie de la prostate, en général en pratique, avec un traitement des métastases depuis la fin de Presto, puisqu'on ne les inclut plus. Rarement avec le docétaxel, mais il y a des grandes variations de pratique selon les centres. Et les évolutions, à mon sens, c'est intensification courte, type LORD, pour un arrêt total des traitements, une désescalade avec une hormonothérapie intermittente, mais les ancillaires biologiques, que ce soit radiomiques, pathomiques, génomiques, vont être essentiels pour sélectionner les patients, et évidemment, il faut les impliquer, les patients, dans le design des essais. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre, très clair. Bertrand avait une question brûlante, comme souvent. C'était juste par rapport à l'ORT, parce qu'en fait, oligopresto, c'est un low-hanging fruit, hein, ça va être positif. C'est marrant parce qu'on discutait de ça avec Bola il y a 30 ans, et tu te souviens qu'il y a eu des études où on a essayé de ne pas faire la radiothérapie sur la prostate et donner que le traitement systémique. Ça n'a pas marché. Donc, oligopresto, c'est est-ce qu'il y avait plus que ce que vous avez vu? Et si les imageries ont été bien faites, et donc le problème de déjà passer à l'ORT, qu'est-ce qui se passe si oligopresto est positif, quoi? Parce qu'à ce moment-là, le standard of care devient traitement systémique plus MDT. Et donc, à ce moment-là, le bras contrôle change, c'est ça. Pour le moment, on est dans une période d'instabilité parce que, comme tu le dis très bien, tout le monde pense que la MDT va être positive. Beaucoup disent non, beaucoup disent oui, mais ça sera probablement le cas. Et de nouveau,
tout va changer, quoi. Dans l'ordre, on partait du présupposé, enfin la proposition de l'ordre, on partait du présupposé que ce serait positif, et donc le traitement standard, incluait la MDT, et le traitement additionnel, à mon sens, il vient traiter la maladie microscopique, parce que s'il n'y avait pas de maladie microscopique, ces patients ne rechuteraient pas, parce qu'ils rechutent sur d'autres cibles en général, ils ne rechutent pas dans la prostate ou dans les métastases qu'on a traitées, donc l'ordre, c'était pour la maladie microscopique. Est-ce que le lutécium PSMA peut traiter la maladie microscopique non visible par définition en imagerie, vu que tout le reste aura été traité? Ça, c'est la question qui m'a été posée par les reviewers du PHRC, mais c'est la question de l'étude. C'est-à-dire qu'ils me disent, il faut montrer que ça marche. Mais oui, c'est la question de l'étude. Merci les gars, quoi. C'est ça que c'est très... Mais donc voilà. Et c'est peut-être pas la bonne. Et c'est peut-être que le lutécium, ça m'a été dit par des collègues médecins nucléaristes, est pas le bon parce qu'il faut peut-être pas un bêta-émetteur, mais un alpha-émetteur, parce qu'il y aura moins de fixation pour être vraiment cytotoxique sur des petits volumes. Ou alors, il faut une autre chose. Et j'ai mis ADC juste avec un point d'interrogation pour réfléchir à une autre modalité. Karim. Oui, merci beaucoup Pierre. Un petit point sur les études au pluriel qui ont été présentées et la façon dont on les analyse de manière poulée en mauvais français. Tu as montré deux choses différentes. D'une part, des méta-analyses qui sont finalement des études qui posent la même question, avec deux bras qui sont les mêmes, et on met en fait ces patients, entre guillemets, dans deux boîtes, l'une par exemple castration plus castration radiothérapie ou quelque chose qui ressemble à ça, peu importe, et on regarde à une plus grande échelle ce qui se passe. C'est ce que tu montres par exemple avec la stéréo qui suggère un bénéfice. Ça c'est assez propre et en général les phases 3 confirment ces données de méta-analyse. Et il y a quelque chose qui est très différent et qu'on fait de plus en plus et qui, à mon avis, est vraiment une erreur méthodo, qui sont les analyses en réseau, où finalement on compare des choses qui, pour le coup, n'ont rien à voir, où on compare des essais randomisés testant X ou Y versus des essais randomisés testant Z et B ou X, ou enfin ce que vous voulez, quoi. Et là, on essaye de comparer des patients qui, par essence, ne sont pas les mêmes parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés dans ces essais comme étant les mêmes. Et pour l'histoire des doublés versus triplés, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand on sélectionne un patient pour être randomisé pour avoir un triplé, un, il a souvent une maladie plus grave, parce qu'il y a notre subjectivité. Deux, il est plutôt en forme pour recevoir ce triplé s'il s'agit d'une chimiothérapie. Et inversement, pour l'histoire des doublés, plutôt un peu moins grave, mais aussi parfois un petit peu plus petit papy en 1000 morceaux. Donc, du coup, méthodologiquement, c'est juste faux. On risque de dire des bêtises. Je pense fondamentalement qu'il ne faut pas le faire. Si quelqu'un veut répondre à cette question, il ou elle fait une phase 3 et basta. Bon, je voulais juste dire que le débat doublet-triplé, il est ouvert. Je connais ta position. Ensuite, moi, j'ai fait ma thèse de science sur les méta-analyses en réseau. Donc, c'est un sujet que je connais très bien. On pourra en parler à la pause, peut-être. Ça passionne pas tout le monde, à mon avis. Mais ça permet d'approcher, effectivement, avec toutes les réserves des méta-analyses, où tu combines des comparaisons à peu près semblables avec des comparaisons indirectes dont on a toujours dit et appris qu'elles étaient non valables méthodologiquement. Et en fait, l'idée, c'est quand même de récupérer un peu de comparaison indirecte. Donc voilà, ça se discute, mais voilà. On est d'accord que dans la communauté globale, le triplet sur les faibles volumes est moins accepté. C'est discuté. Ça sera la pause, ça, je pense, entre vous. OK. Moi, je t'en pose une petite dernière, mais... Ouais. Tu vois, c'est ce que tu dis sur les biomarqueurs, c'est même dans les essais qui sont designés, les CORTC, des choses comme ça. Par exemple, il y a un essai qui ne résonne que sur le PSA. On sait très bien qu'il y a des discordances entre le PSA et le TEP. Tu as des PSA indosables, des TEP positifs. Et si tu rajoutes là-dessus de la génomique ou de la patomique, on a l'essai Sunder, tu vois, de Pitt qui est en train de corréler. Il a montré ça, les discordances entre la biologie, la génomique, la patomique et le TEP. C'est certainement vers ça, c'est des scores composites de biomarqueurs qu'il va falloir qu'on travaille, parce que concrètement, la granularité, elle est immense, et c'est ce qui nous permettra d'affiner, je pense, patient par patient. Alors c'est compliqué, c'est cher, mais je pense qu'il n'y a que ça. On est très en retard, et je reprends la comparaison. Dans le sein, ils sont beaucoup plus avancés sur la granularité, ils ont des moyens, on raisonne quand même sur des choses, 3 métastases versus 2 sur une imagerie avec un rapport pas codifié, c'est un peu laid. Tout à fait d'accord. Et c'est un boulevard pour la recherche académique, parce que ce serait bien d'avoir des signatures génétiques ou patomiques qui soient à disposition gratuite, quoi. Parce qu'en fait, faire un séquençage, ça vaut rien, et vous vendre la signature 3 000 €, c'est plus compliqué, quoi. Merci beaucoup encore, Pierre. Merci.
On va passer maintenant au cancer de la vessie. Il y avait récemment un topo, cancer de la vessie oligométastatique, mythe ou réalité. Delphine, le cancer de la vessie oligométastatique. Oui, on va faire, avant la pause, un petit pas de côté, parce que c'est vrai, quand on parle de maladie oligométastatique, on pense prostate, on pense rein, on passe pas trop vessie. Et pourtant, effectivement, on a initié avec vous tous un travail, alors rétrospectif, encore une fois, on est loin du niveau de preuve le plus élevé, mais qui se pose cette question. Évidemment, il y a une réalité épidémiologique. Le cancer de la vessie est une maladie agressive. Toujours est-il qu'il y a 95% des patients qui ont une atteinte métachrone, c'est-à-dire quand ils sont métastatiques, ils avaient au départ une maladie localisée qui a été traitée. Et puis 5% des patients qui se présentent avec une maladie synchrone, donc d'emblée métastatique, sachant que ça constitue effectivement ce gros groupe de cancers urothéliaux-métastatiques avec un primitif vésical dans 80% des cas. Il faut être honnête, la très grande partie d'entre eux, en tout cas on le voit, a une atteinte multimétastatique avec les traitements qu'on connaît. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous remets juste les médianes de survie globale sous chimiothérapie plus immunodentretien et EV-Pimbro pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc on est avec 21 mois à partir de l'AV quand on fait de l'entretien et 31 mois de survie globale sous EV-Pimbro. Et puis il y a cette petite fraction de patients oligométastatiques. On en avait tous, quelques-uns, sans trop savoir qu'est-ce qu'il fallait leur faire. Pas de données ou peu de données dans la littérature, pronostic dont on ne sait pas trop quoi faire, traitement optimal, on n'en sait rien, et une incidence qui en réalité n'est pas connue. Donc on voulait avancer un tout petit peu sur ces éléments-là, en posant d'abord la définition de ce qu'est la maladie oligométastatique dans le cancer urothélial. Vaste question, on vient d'en parler, j'y reviendrai pas, et j'aurai d'ailleurs absolument pas les réponses à tout ça, mais on retrouve effectivement à chaque fois les mêmes problématiques de nombre de sites, d'imagerie. Quoi qu'il en soit, il faut bien à un moment donné choisir et se dire qu'on va effectivement prendre un langage commun pour essayer de réfléchir. Il y a des experts qui ont essayé de faire cet effort-là et de faire un consensus sur la définition de la maladie oligométastatique urothéliale et qui définissent donc moins de 3 métastases, quel que soit le nombre d'organes envahis, qui doivent être opérable ou traitable entre guillemets par un traitement focal, notamment de la stéréo. Et puis des définitions de novo synchrone, ça veut dire que la maladie elle arrive dans les 6 mois du diagnostic de la maladie localisée. De nouveau métachrone oligo-récurrent, donc on est à plus de 6 mois de la maladie localisée sans avoir reçu traitement systémique. Et de nouveau métachrone oligo-progressif, c'est la même chose, mais on a reçu un traitement systémique. On reste sur l'imagerie conventionnelle, même si aussi on a de l'imagerie métabolique dans la vessie et que ça peut avoir un rôle. Et effectivement, il faut d'abord privilégier l'exposition à un traitement systémique. Ça, c'est ce que les experts, encore une fois, hein, c'est pas un niveau de preuve très élevé, mais c'est un consensus d'experts, nous définit comme étant la base que l'on doit considérer. Et je trouve que c'est effectivement assez raisonnable. Et donc est né le projet Orion. Alors Orion, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Antoine-Thierry Villemain qui, avant de changer de vie professionnelle, adorait les noms de constellations, puisqu'on a réfléchi ce projet-là ensemble, qui est une étude rétrospective. Hein, donc encore une fois, il faut rester prudent quand on analyse ces données. Mais voilà, l'idée c'était de regarder dans tous nos centres les patients qui avaient un cancer urothélial métastatique, en définissant l'oligométastase entre 1 et 5 métastases, hors tumeur primitive et hors ganglion pelvien. Ils pouvaient avoir une atteinte synchrone ou métachrone. Ils ne devaient pas avoir reçu de traitement systémique au stade de l'oligométastase, mais ils pouvaient évidemment avoir reçu un traitement systémique au stade de maladie localisée, des patients qui étaient traités entre 2015 et 2022, donc évidemment pas exposés avec la première ligne actuelle, EV-Pimbro notamment. L'objectif, c'était un objectif, encore une fois, de décrire la population, de décrire les traitements reçus, d'essayer de préciser le pronostic. On avait au départ l'ambition aussi d'essayer d'évaluer l'incidence. C'est très compliqué parce que, pour plein de raisons différentes, mais toujours est-il qu'on a réussi à mobiliser autour de cette question 19 centres, 101 patients en réalité, mais on en a éliminé quelques-uns. Alors, les données effectivement issues de la base ne sont pas encore complètement verrouillées et on a fait un export pour qu'on puisse vous présenter aujourd'hui les principaux résultats avec l'équipe de Biostat et Méthodo de Besançon, sachant qu'effectivement l'analyse, en tout cas l'export final est prévu fin août, donc il y aura encore des imprécisions et je m'en excuse, mais ça devrait être corrigé. Donc déjà dire merci à tous ceux qui ont participé effectivement, puisqu'on a 101 patients sur 19 centres, je vous le disais. Ça a été un travail, pas harassant, mais quand même complexe avec des allers-retours, et en tout cas je remercie tous les médecins investigateurs et toutes les DRCI pour l'effort fourni. Donc pour dire qu'on avait 101 patients, on en a éliminé quelques-uns qui ne fitaient pas complètement sur les critères, donc on reste avec 91 patients. Et déjà le constat, et ça c'est une information qui est importante, c'est qu'effectivement plus de la moitié des patients reçoivent un traitement systémique.
Et donc on n'est pas là sur le prisme de regarder le traitement qui a été reçu et la population oligométastatique. On prend effectivement l'inverse, la population oligométastatique, et on se rend compte qu'ils n'ont pas tous un traitement focal sur les métastases. Il y en a quand même effectivement un tiers qui a reçu un traitement systémique et un traitement local sur les oligométastases. Et puis une petite partie des patients, 8 sur cette cohorte effectivement de 90, ça fait un peu plus de 10%, qui ont reçu un traitement local des métastases seulement. Donc l'idée, c'est pas encore une fois de donner des résultats très robustes, mais de nous donner une idée de ce que ça représente en termes de population. Donc vous avez effectivement dans la première colonne la population totale, donc les 91 patients, et puis vous avez en bleu ceux qui ont reçu le traitement systémique seul, en rouge ceux qui ont reçu le traitement systémique et le traitement local de la métastase, et puis en vert ceux qui ont reçu le traitement local seul, qui encore une fois sont très peu nombreux. Donc l'âge médian, c'est 70 ans. Autour de 70 ans, on est effectivement dans ce qu'on connaît pour les cancers urothéliaux, des patients plutôt en bon état général, là encore, c'est ce qu'on trouve généralement dans ce type d'études, environ 70-75% de cancers vésicales primitifs. On est dans un ordre d'idée acceptable, en tout cas comparable à ce qu'on a l'habitude de voir. À peu près entre 55 et 60% des patients qui sont considérés comme éligibles au cisplatine, sauf pour les patients qui ont reçu un traitement local des métastases seul un quart des patients est éligible au cisplatine, et ceci explique peut-être cela. Et puis on a effectivement de l'histologie décrite comme urothéliale pure, encore une fois, il n'y a pas de relecture centralisée de l'histologie et ça pourrait évidemment être optimisé si on pouvait le faire, mais en tout cas les résultats sont ceux-là. Là je vous ai mis que la population globale puisque je n'avais pas encore suffisamment de cohérence pour pouvoir vous donner les éléments par sous-groupe de prise en charge, mais toujours est-il que dans la très grande majorité des cas, ce sont des patients qui ont eu une maladie au stade localisé, qui ont rechuté secondairement et qui sont considérés donc comme métachrones. C'est plus de 90% des patients. Alors je vous ai mis la répartition de la maladie vésicale, enfin en tout cas de la maladie urothéliale initiale, qui donc dans la plupart des cas avait été traitée avant, mais qui peut avoir aussi été évaluée au moment du diagnostic de l'oligométa de nouveau. Donc vous voyez qu'il y avait essentiellement des T1, T2, essentiellement des patients N0, et qu'ils ont reçu pour un tiers d'entre eux une chimiothérapie néoadjuvante, presque 90% de chirurgie et 25% de traitement adjuvant, sachant que là encore, dans notre cohorte française, on colle à ce qu'on s'attend à voir, c'est-à-dire majoritairement du MVAC en néoadjuvant et majoritairement une chimiothérapie à base de cisplatine en adjuvant. Et enfin, un autre message qui pourrait effectivement être une information peut-être nouvelle, c'est le délai médian entre le diagnostic initial du cancer et le moment du diagnostic de l'oligométastase, ou de l'oligométa-état, je dirais, c'est 13 mois. Donc c'est un résultat qui est intermédiaire. On aurait pu penser que ça soit plus long, puisqu'on a effectivement ce cutoff un peu arbitraire de 12 mois en tête pour des maladies qui pourraient peut-être être agressives. 13 mois, c'est pas si long. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a retrouvé dans cette base en termes de délai médian. Alors là, on est plus petit, j'espère, oui, vous voyez plutôt mieux que moi. Donc globalement, il y a quand même la majorité des patients qui ont une seule métastase. Et c'est vrai que c'est surtout vrai pour les patients qui ont reçu un traitement local simplement sur la métastase et pas de traitement systémique. Alors là, encore une fois, il faudra affiner la cohérence de ces données, mais il y a à peu près 40% des patients qui sont considérés comme ayant une tumeur primitive urothéliale évolutive, 20% de veine plus pelvien, et puis après la répartition des métastases qui est décrite. En réalité, c'est difficile puisqu'on saucissonne beaucoup les groupes, du coup. Mais si on additionne les métastases ganglionnaires et pelviennes, on est à peu près aux alentours de 20-30% probablement. 30% de métastases pulmonaires, assez peu de métastases hépatiques, 9% dans la population totale. Un quart des patients quand même avec des lésions osseuses, un patient avec une méta cérébrale, mais là c'est probablement un cas très particulier qui n'est pas reproductible, et puis effectivement d'autres sites qui sont décrits. Et vous voyez que pour des patients qui ont eu un traitement local seul et qui avaient, je vous le disais, une métastase, c'était souvent une métastase pulmonaire. Et donc le type de traitement qui était reçu en première ligne, pour ceux qui ont reçu donc un traitement, c'était assez classique pour l'époque, donc une chimiothérapie à base de platine, cisplatine ou carboplatine de façon relativement équivalente, et puis de l'immunothérapie pour 15% des patients qui étaient peut-être effectivement des patients qui progressaient vite après un traitement néoadjuvant. Et le type de traitement local, de façon très descriptive, c'est 30% de chirurgie, 70% de radiothérapie. Ça s'inverse finalement pour des patients qui ont eu un traitement local seul, encore une fois sur une petite cohorte, et donc là on est biaisé par le petit nombre de patients. Pour les patients effectivement qui n'ont pas reçu de traitement systémique dans la description est donc dans la cohorte de traitement local seul. Il y a un patient qui a progressé, qui a reçu du Pimbro. Tous les autres sont décrits comme étant toujours en réponse, avec un suivi médian qui pour l'instant est un peu court, mais qu'on pourra préciser effectivement par la suite. Et enfin, les données de survie, ce sera mes quelques dernières diapos. Donc la survie sans événement, avec tous les événements incluant bien évidemment la récidive, la progression, le décès. On est à 12 mois globalement, ce qui est plutôt
pas trop mal, avec la moitié des patients qui sont sans événement à 1 an. Et vous voyez finalement, quand on encore une fois sépare les groupes, donc le vert c'est traitement local seul, le rouge c'est traitement systémique plus local, et le bleu c'est chimiothérapie seule, ou en tout cas traitement systémique seul, on voit finalement que quand on intègre dans l'équation de cette cohorte rétrospective et probablement biaisée le traitement local, on a une survie sans événement qui est plus longue, soit parce qu'effectivement il y a un intérêt à traiter localement ce qu'on voit, soit parce qu'on sélectionne très bien nos patients qui sont les mieux à même de bénéficier de ce type de stratégie. Et c'est reproduit sur les données de survie globale, où on a une médiane qui est à 41 mois. Je vous rappelle encore une fois que la médiane en première ligne sous EV-Pimbro, encore une fois, niveau de preuve très différent, mais c'est aux alentours de 31 mois. Donc en fait, on a des patients qui ont un bon pronostic, probablement une biologie de la maladie aussi différente, et qui à 12 mois sont plus de 80% à être encore en vie, encore une fois, avec, il semble, un petit bénéfice du traitement local, qu'il soit ajouté ou non au traitement systémique. Alors là, c'est pas du tout pour que vous le lisiez, c'est simplement pour vous dire qu'on essaye aussi de réfléchir à une façon plus, je dirais, plus compréhensible de présenter les résultats. Et vous le voyez vraiment pas du tout, mais on a effectivement à gauche des petits points de couleur qui représentent les anomalies moléculaires qu'on a pu identifier, en tout cas qui nous ont été remontées. Et il y aura aussi un travail peut-être à faire d'essayer de corréler ces patients. Encore une fois, c'est très imparfait et on n'a pas l'information pour tous, mais d'essayer de voir effectivement s'il y a dans certaines anomalies moléculaires qui sont suffisamment représentées un comportement particulier qu'on pourrait aussi dessiner et qui pourrait nous orienter sur les bons et les mauvais candidats pour ce type de stratégie quand on y pense. Donc voilà, message clé préliminaire, on n'a pas d'incidence calculable et on n'arrivera pas malheureusement. C'est souvent des patients métachrones qui rechutent dans l'année ou un tout petit peu plus après avoir été traités sur la maladie locale. Le traitement systémique, ça reste la règle chez la majorité des patients. Il y a quand même 40% d'entre eux qui ont un traitement de la ou des oligométastases avec une survie globale qui semble prolongée par l'action ou par la meilleure sélection pour le traitement local, encore une fois, en se gardant bien d'interpréter de façon trop arbitraire ces résultats. En tout cas, il n'y a pas de signal d'un risque à faire ce traitement local et peut-être de reconsidérer les stratégies plus globalement à la lumière des nouveaux traitements qu'on utilise en termes soit de traitement des lésions résiduelles, de désescalade. Et puis si vous avez des idées particulières pour des analyses qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire. Merci.